Une victoire absolue, 3 victoires à l'indice énergétique, 2 victoires à l'indice de performance et 4 victoires de classe. C'est le palmarès des protos Alpine Renault aux 24 heures du Mans de 1963 à 1978. Cette fabuleuse histoire que nous allons vous raconter n'aurait pu être écrite sans l'enthousiasme, la détermination et la combativité d'une équipe d'hommes soudés par la passion et l'amitié. Tout commence après-guerre à Dieppe en Normandie. Idéalement situé à 150 km de Paris, non loin des usines Renault de Flins et de Sandouville, c'est dans cette petite ville de Normandie que va s'écrire les grandes pages du sport automobile français des années 60. Fin 1946, Jean Rédélé rachète les ruines de la concession Renault de son père, la reconstruit et lui donne une santé commerciale. Dans un coin de la concession, Jean fait préparer ses premières 4 chevaux pour la compétition. Progressivement, la petite unité de fabrication de la rue Pasteur deviendra l'usine Alpine. Sur les 2000 m² s'entassait le stockage des pièces, la fabrication des châssis et des carrosseries, la peinture, l'habillage des voitures, le montage de la mécanique et de l'électricité. On y trouvait aussi la préparation des protos, des monoplaces et des berlinettes de rallye, sans oublier le bureau d'études avec ses ingénieurs, dessinateurs et modélistes. Le tout dans la bonne humeur et sous le regard omniprésent du patron, Jean Rédélé. De ces modestes ateliers sortiront des voitures passionnantes. Le pétillant et agile Coach 106, l'élégant cabriolet Michelotti dont le dessin et les lignes fluides seront à l'origine des futures Alpines jusqu'à la berlinette, on y surprendra le beau coupé 106 sorti tout droit des albums de Spirou. On craquera devant les cabriolets 108 qui offrirent le bonheur de rouler cheveux au vent aux yéyés de la génération. Salut les copains! Et enfin, on y découvrira, et vous l'avez reconnu, l'inoubliable berlinette 108, future star des rallyes, qui sera toujours équipée des moteurs Renault de grande série et qui allait devenir la voiture mythique du sport automobile français des années 70. Jean Rédélé comprend vite qu'il faut courir pour se faire connaître. Et dès 1950, il s'engage avec sa 4 chevaux et remporte des victoires de classe dans de nombreux rallyes, dont les 1000 milles, la Coupe des Alpes, le Monte-Carlo. C'est d'ailleurs en souvenir de sa victoire dans le Critérium des Alpes en 1954 qu'il donnera le nom d'Alpine à ses futures voitures. On le retrouve aussi sur piste, comme ici en 1953 au Mans, toujours à bord d'une 4 chevaux à peine modifiée. Il ferme le peloton et abandonnera sur rupture de bielle. On le retrouve toujours, infatigable et combatif, au volant de son Coach 106 numéro 25 dans le rallye de Dieppe en 1955, démontrant la diabolique agilité des Alpines. En 1960, abandonnant sa carrière de pilote, Jean Rédélé lance la berlinette à l'assaut des rallyes nationaux et internationaux. En 15 ans de carrière, elle allait se couvrir de gloire en remportant des centaines de rallyes et surtout le titre suprême de championne du monde des rallyes en 1973. Mais bientôt, devant le capot des Alpines, les routes du Monte-Carlo vont faire place à la ligne droite des Hunaudières. C'est le début d'une grande aventure. Nous avons choisi Le Mans parce que c'était l'épreuve sur circuit d'endurance la plus difficile au monde, qui exigeait du matériel et des équipes qui en étaient responsables, les plus grandes compétences et le plus grand soin. Et j'ai pensé que si nous arrivions à prouver ce que nous savions faire au Mans, c'était en quelque sorte un passeport pour tout le reste. Alors il nous fallait faire Le Mans, avec tout ce que ça représentait de difficile pour une équipe jeune, disposant de très peu de moyens, mais avec des hommes fabuleux. Voilà pourquoi on a fait Le Mans.
Pour faire le Mans, l'équipe chargée de la conception du proto va garder la philosophie chère à Alpine. Le châssis poutre en acier et la carrosserie en polyester stratifié. Mais il faut partir d'une page blanche. Richard Boulot se souvient bien de cette fin d'année 62. L'histoire a débuté ainsi. C'est qu'au départ, la régie avait confié des moteurs à René Bonnet. Et Jean Radélé, qui avait toujours été fidèle à la marque, s'est dépêché d'en réclamer pour son compte. Et donc la régie était tout à fait d'accord pour lui confier des moteurs. Encore fallait-il qu'il présente un projet. Alors ce projet, il a été fait en catastrophe avec la complicité donc de Lenterry, qui était à l'époque un dessinateur de chez Lotus. Et donc c'est par le truchement de Gérard Combach, qui connaissait bien le milieu Lotus, que Lenterry a été mis en rapport avec Jean Radélé et que pour, je ne sais plus, 300 livres, je crois, pour une somme relativement dérisoire, il lui a rapidement dessiné une voiture pour aller au Mans en 63. Quand Bernard Boyer, sollicité par Jean Radélé, s'est trouvé devant la poignée de plan de Lenterry, il s'est aperçu que ce n'était pas très réaliste. À l'époque, l'épreuve des 24 heures du Mans était l'objet d'un règlement tout à fait particulier, qui était qu'une voiture qui allait au Mans, elle n'allait nulle part ailleurs. Et les voitures qui couraient ailleurs ne passaient pas les contrôles techniques du Mans. Bernard Boyer m'a demandé de venir avec lui voir Jean Radélé pour voir si on ne pourrait pas faire équipe ensemble pour revoir cette affaire-là. Une fois les plans dessinés, le châssis élaboré, il restait à définir la forme de la carrosserie en polyester stratifié. C'est là que rentre en scène un ingénieur incontournable de l'épopée alpine au Mans, Marcel Hubert. Inclassable et original, il donna à Alpine, par ses conceptions visionnaires, une avance considérable sur le plan aérodynamique. On le voit ici dans un document exceptionnel, étudiant la carrosserie de la M63 dans la soufflerie Eiffel. Avec la pointe, nous avons un CZ de 5, une portance, c'est-à-dire qu'on déleste la voiture sur l'essieu arrière. L'écoulement autour de la pointe, là, est parfait. Il n'y a absolument aucun décollement, tout est absolument net. De 1963 à 1978, Marcel Hubert fut responsable de l'aérodynamisme des proto-alpines. Il nous présente la synthèse de son travail sur le proto Alpine M65. Une bonne tenue de route, ainsi que vous venez de le dire, c'est d'abord le contact du pneu au sol. Autrement dit, la bonne tenue de route, c'est une voiture stable qui ne dérape pas de l'arrière. La stabilité de la voiture est conditionnée par l'adhérence du train arrière qui doit être supérieure à l'adhérence du train avant. Donc, aérodynamiquement, nous pouvons jouer sur cette adhérence par l'intermédiaire du becquet qui nous permet justement, à cause de sa forme, d'obtenir un appui supplémentaire aérodynamique, surtout à grande vitesse, dans la ligne droite. Nous avons également un renforcement, si je peux dire, de la stabilité en fonction par rapport à l'air, au déplacement, à travers les dérives. Les deux dérives qui sont dans le sens de l'écoulement latéral de la voiture, afin qu'elle ne traîne pas, mais permettent à la voiture, comme une girouette, de rester bien dans sa direction. Pour augmenter la puissance moteur, ainsi que nous l'avions vérifié à Montlhéry, nous avions ici une écope qui nous permettait de mettre tout le compartiment moteur avant les carburateurs en pression. Et nous savions qu'à 180 à l'heure, le fait d'admettre de l'air sous pression à 180 nous donnait 3 km/h, ce qui nous laisse penser, nous ne l'avons pas vérifié précisément, mais ce qui nous laisse penser que ça pouvait nous faire une amélioration aux environs de 250 à l'heure, de l'ordre de 4 à 5 et même peut-être un petit peu plus. À la demande de Jean Radélé, pour la conception de la première voiture, de la M63, nous avons pris le pare-brise de la berlinette qui apparemment, et les essais et les résultats l'ont démontré plus tard, que le pare-brise de la berlinette était bien adapté sur une voiture de grande vitesse. Et ainsi, tous les prototypes alpines fermés, la M63, la M64, la M65 à 210 et les gros protos 3 litres, ont tous été équipés avec le pare-brise de la berlinette. C'est ainsi que la petite équipe travaillant d'arrache-pied réalisera le tour de force d'être prête pour les essais d'avril 63.
Le volant sera alors confié à Jean Rosinski, qui venait de conduire la berlinette à sa première victoire au Rallye des Lions et d'être nommé directeur du service compétition Alpine. Et il a fait une voiture qui était tout à fait intéressante sur le plan aérodynamique, puisque, en fait, avec un petit moteur de 1000 cm3 qui développait 95 chevaux, le Gordini de l'époque, on a été chronométré dans la ligne droite des Hunaudières, si je me souviens bien, à 232 km/h, ce qui est évidemment un résultat stupéfiant presque. Mais il faut bien dire que pour le pilote, la tâche n'était pas très facile, parce que si elle était très rapide, elle était aussi très très fine, elle n'avait absolument aucun appui aérodynamique. À l'époque, on cherchait avant tout la finesse pour aller vite, pas l'appui pour tenir mieux la route. C'était à ça que l'aérodynamique était consacrée. Et il fallait vraiment toute la route pour arriver à atteindre cette vitesse. Néanmoins, l'équipe alpine avait réussi son pari et allait s'engager pendant 7 ans dans l'aventure du Mans. Jean Rédélé, ambitieux et téméraire, avait osé engager sa marque sur tous les fronts de la compétition automobile. Non seulement les rallyes avec la berlinette, mais aussi la piste avec les monoplaces de Formule 3 et de Formule 2 et les prototypes pour le Mans. Tout cela, il pouvait le réaliser grâce à son équipe remarquable et son exceptionnelle intuition concernant les hommes qu'il choisissait. J'ai eu une chance extraordinaire de trouver autour de moi, de recueillir autour de moi, de regrouper autour de moi des garçons aussi passionnés, aussi motivés que je pouvais l'être. Et sans ça, il n'y aurait pas eu d'Alpine. Alors, il vaut beaucoup mieux que vous parliez de tous mes gars et de toute cette équipe plutôt que de moi, parce que moi tout seul, il n'y avait pas d'Alpine. Emploi du temps pour l'équipe alpine. Du lundi au mercredi, fabrication des berlinettes, coupés et cabriolets. À partir du jeudi, préparation des voitures de course. Week-end sur les circuits ou sur les rallyes et redémarrage à l'usine le lundi. Pour les protos fabriqués de A à Z rue Pasteur, les hommes d'Alpine concevaient les dessins, les plans, le châssis, la carrosserie et pratiquaient la brasure, la mécano-soudure, la soudure à l'arc et, quand il le fallait, la machine à coudre. Seule la boîte de vitesse et le moteur venaient de l'extérieur. Ils étaient mobilisés dans un seul but, être prêts à l'heure pour le Mans. Pour faire les 24 heures du Mans, on arrêtait pratiquement un mois et demi avant pour préparer le Mans. C'est-à-dire qu'on ressortait nos voitures, on les mettait à blanc, je dirais, et on reconstruisait la voiture de A jusqu'à Z. La partie compétition se passait le soir, le samedi, le dimanche, et aussi pendant les heures creuses. Ce qu'on appelait les heures creuses, c'est les heures où on travaillait comme des noirs, tout ce qu'on est là-dedans, pour que les voitures soient prêtes à l'heure, parce que la compétition, le jour où l'épreuve est fixée et l'heure, il faut absolument y être. Hein, on ne peut pas dire j'arriverai dans un quart d'heure ou j'arriverai dans une demi-heure. Il faut absolument que ce soit fait et on passait notre temps sur les deux tableaux, soit la production, soit les voitures de compétition. Je dirais simplement qu'en fait, il y a eu surtout un gros problème, c'était aussi le problème de place. Parce que quand vous amenez des voitures pour travailler pour les 24 heures et qu'il y a déjà des voitures de série, on fait des permutations, c'est-à-dire qu'on vient les voitures dehors en fonction du travail qu'on épousait. Si c'était la compète, on travaillait, on mettait les voitures de série dehors. Si c'était la compète en deuxième, et à ce moment-là, on rentrait les voitures de série. Ça a été un peu la perte de temps aussi, parce qu'il faut dire que le hall de l'autre côté de l'atelier, c'était quand même pas les Champs-Élysées. Hein. C'est pour ça qu'on était tellement près de l'un de l'autre, on avait toujours bien chaud, quoi. C'était devenu une vie de famille du fait qu'on passait plus de temps effectivement dans les ateliers que chez nous. Si bien qu'en fin de compte, on se connaissait, on savait exactement comment se passait chez l'un, chez l'autre, si bien qu'en fin de compte, on se connaissait presque plus qu'en frères et sœurs, parce qu'il y a des fois des choses qu'on ne savait pas entre frères et sœurs, qu'on se savait entre copains. Donc c'était vraiment la vie de famille qui nous permettait, comme disait notre ami tout de suite, de travailler, je ne veux pas dire 24 heures sur 24 parce que ça serait exagéré, mais on a vu passer des nuits complètes et embrayer le lendemain matin.
On n'est pas des idoles, des super champions, des tout ce qu'on veut. Là c'est complètement faux. On est simplement des êtres qui ont envie de travailler, qui ont envie de faire et qui aimaient ce qu'on faisait, c'est tout. Hein. On adorait ça. On regardait pas, on n'était pas avec un livre à la fin de la journée pour savoir combien on avait passé d'heures. On n'a jamais eu de cahier. Si on avait des cahiers, c'était pour noter des informations, pour noter des hauteurs, pour noter des réglages. Mais c'était pas pour noter des heures. On savait pas ce que c'était que de noter des heures. Il faut savoir que les voitures de 68 ont été montées avec comme pont roulant et comme support de palan des bras de pommier, puisqu'on travaillait en pleine nature sous les pommiers. Donc pour monter les moteurs, pour monter la mécanique, on mettait un palan sur le bras de pommier et puis vas-y cocotte. On avait tellement été habitués à travailler avec peu de matériel qu'on a réussi quand même à maintenir l'échéance qui avait été prévue. On a mis les voitures sur le bord de la piste aux 24 heures du Mans, comme si il n'y avait jamais eu de problème 68 à dire. Comment ça se passait durant la course? Vous aviez le temps de récupérer? Oui, parce que en fait, on récupère parce qu'on a une motivation. C'est pas qu'on récupère, c'est qu'on est tellement motivé à ce que la voiture arrive, à ce qu'il n'y ait pas de problème, à ce que les pilotes soient contents, etc., que en fait, cette motivation nous aurait fait... on n'aurait pas dormi, on ne dormait pas pendant 24 heures et 2 nuits avant, et puis ça allait tout seul. Parce que c'est vrai qu'il y avait une grosse part de motivation dans l'équipe alpine. Vraiment, tout le monde se donnait très fort. On avait vraiment beaucoup d'atouts dans notre jeu, on s'était bien préparé, on avait une équipe superbe, et donc tous les atouts pour que ça marche bien. Et puis ça tournait au désastre complètement. Et la première prémisse de ce désastre, ça a été effectivement l'accident dont a été victime mon coéquipier, qui s'appelait Bino Heinz, qui était un pilote brésilien. Bon, il est arrivé sur l'huile, il n'a jamais pris la courbe, c'était hors de question. D'ailleurs, même si la voiture avait été collée par terre, il n'aurait pas prise non plus probablement. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de rail, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. La sécurité passive, c'était inconnu sur les circuits. Et donc, il est rentré dans un poteau télégraphique, la voiture a pris feu, il est mort. Après ça, une à une, les voitures qui étaient dans le coup, à l'indice de performance, à l'indice énergétique, une à une, se sont arrêtées les unes après les autres pour des différents problèmes techniques. Et en définitive, on s'est retiré, on avait 4 voitures au départ, aucune à l'arrivée. « 1964, plus de 300 000 spectateurs assistent au duel Ferrari-Ford et au début des 3 M64. Avec un nouveau châssis, elles apparaissent plus stables et plus fiables. Elles sont équipées des 1000 cm3 et des 1500 préparés par Gordini. Avec une régularité étonnante, les Alpines prennent une éclatante revanche sur la déroute de 63 et réalisent un doublé à l'indice énergétique. Premier, De la Jeunesse Moreau et deuxième, Masson Tsecoli. La numéro 46 de la Jeunesse arrive 17e à la distance et se place première des protos de moins de 3 litres. Eh bien, j'avais un coéquipier anglais qui savait très bien conduire. Un petit peu au début, j'avais un petit peu de crainte quant à la résistance qu'il allait apporter à tout au moins l'ardeur qu'il allait mener cette voiture, parce qu'il sortait d'une école de Formule 3 et la Formule 3, on ne fait pas 24 heures avec. Alors pour conduire une voiture de 24 heures, il faut aller quand même assez gentiment sur tout ce qu'on a à portée de main, que ce soit le volant, les pneus, les freins, la boîte de vitesse, l'embrayage. On doit être quand même assez sérieux. Et il a très bien conduit, on a fait une bonne performance, puis on a fait l'indice. Et j'avais l'habitude de dire à mes camarades, de me taquiner un peu là-dessus, j'ai dit, les gars, faites attention, pour faire les 24 heures du Mans, il faut conduire avec un œuf cru sous le pied, sans jamais l'écraser. Sans faire d'omelette, la régie mitonne rapidement cette affichette publicitaire qui célèbre l'extraordinaire robustesse de la mécanique Renault. L'Alpine parcourra 3920 km à 163 km/h de moyenne en consommant 13 litres au 100 km. Mais les années se suivent et ne se ressemblent pas. Et après la victoire de 1964, 1965 verra les 6 Alpines abandonnées sur ennui technique. L'équipe se ressaisit bien vite. Et aux essais d'avril 1966, Mauro Bianchi atteint le 190 km/h de moyenne avec le moteur 1000 cm3 et un peu plus de 200 avec le 1300.
Au Mans 66, Alpine présente 6 voitures, dont 3 M65, dénommées dorénavant A210, avec un moteur 1300 développant 130 chevaux. 350 000 personnes viennent assister au nouveau duel Ford-Ferrari. Ford décrochera sa première victoire, mais les Alpines mèneront derrière un rythme d'enfer. La réglementation était plus réaliste que celle que nous connaissons maintenant, à savoir les voitures devaient être des prototypes préfigurant des voitures un jour commercialisables. C'est pour ça qu'il fallait des portes aux voitures, qu'elles soient faciles d'accès. Et en ce qui nous concernait, nous avons choisi l'option de faire une voiture aussi proche que possible d'une voiture qui aurait pu être un jour commercialisée. Et c'est pour ça que nos petites voitures qui ont couru le Mans, enfin et les grosses après, mais surtout les 1000, 1100 à 1300 et 1500, étaient des voitures qui auraient pu être un jour commercialisées. Vous en avez un exemple d'ailleurs ici aujourd'hui. Et les règlements exigés aussi interdisaient du moins un certain nombre de choses, comme le changement de pièces pendant la course. Les règles étaient beaucoup plus strictes et maintenant les gens changent de boîte de vitesse sur la piste, enfin dans les stands, font un certain nombre d'opérations qui nous étaient rigoureusement interdites. Comment ça va? Ça va bien. On était en tête à l'énergétique, mon vieux. Ah bon? Bah oui. Très bien, très bien. On a posé Claudia quelquefois tu t'envoles. Qu'est-ce qu'il y a? On a posé Claudia quelquefois tu t'envoles. La température d'eau? Mais attention là. 65. L'huile? 90. Et les tours sur la ligne droite? 7,2. Donc sur le plan technique, sur le plan pratique, les ingénieurs sont plus intéressés par l'indice de performance que par la victoire absolue, qui est une victoire évidemment très populaire et qui intéresse beaucoup de gens. Mais sur le plan technique, entre une Ferrari qui fait 200 de moyenne sur 24 heures et qui consomme 45 litres au 100, et une Alpine qui fait 1300 et qui fait 175 ou 163 en 1300 et puis 178 en 1500 en consommant 14 ou 15 litres, la performance va à l'Alpine. Et devant une foule en délire, c'est le triomphe absolu avec 4 Alpines sur 15 voitures à l'arrivée et de nouveau une première place à l'indice énergétique avec l'équipage Jacques Chénis et Roger de la Jeunesse. La publicité dans les journaux peut annoncer fièrement plus de 171 km/h de moyenne, 7 chevaux fiscaux, moins de 15 litres au 100. Le litre d'essence le plus vite du monde. Henri, ton moral? On se retrouvait tous à Maillé dans un hôtel tenu par Mika, on l'appelait comme ça, et qui était un personnage un peu extraordinaire. Et tout le monde habitait à cet hôtel, les mécaniciens, Jean Redley, les pilotes, on mangeait tous ensemble et il y avait une ambiance. Les repas de fin des 24 heures, qu'on ait fini ou pas, étaient mémorables. Bon, ça finissait par une bagarre généralisée de yaourt ou de crème caramel, mais on était vraiment tous ensemble et cette course-là, je crois, a beaucoup fait pour souder l'équipe parce que sur les autres circuits, on reste peu ensemble. Bon, et là, les mécaniciens, malgré le travail qu'ils avaient, les pauvres, parce qu'ils en avaient, quand même, on se retrouvait vraiment, et ça a beaucoup fait pour cette ambiance. J'ai acheté un Larousse assez récemment. Je ne vois pas Gordini dans le Larousse. Je trouve que c'est quand même un peu fort, alors qu'on voit des Lascar comme Maurice Pialat. C'est pas quoi, j'ai quelque chose contre Maurice Pialat, mais enfin, Gordini, il a quand même fait la liaison entre l'époque Bugatti avec l'époque Renault Sport ou même Matra. Il y a quand même eu un creux là qu'il a comblé plus ou moins bien. Les résultats ont été plus ou moins bons, mais enfin, la voiture de course française était toujours sur les circuits grâce à Gordini. Dans le futur dictionnaire, on pourra lire qu'Amédée Gordini est né en 1899 dans le Piémont, en Italie, qu'il s'est installé en 1925 à Paris, qu'il fut pilote et préparateur avant-guerre. Constructeur jusqu'en 1957, il resta motoriste jusqu'à la fin de sa vie.
Les pilotes qui couraient pour lui s'appelaient Fangio, Manzon, Sommer et Maurice Trintignant, que l'on voit ici aux 24 heures du Mans 1953. Amédée Gordini, artisan de génie, avait un surnom, le sorcier. Et Marc Bande, qui a travaillé 30 ans avec lui, se souvient de son patron. Je me souviens une fois, j'avais fait un plan d'ensemble moteur-boîte. J'avais oublié un petit détail, je ne me rappelle plus quoi. Il est arrivé, il arrive de dehors, il regarde le plan, il me dit là, t'as oublié quelque chose. Et c'était souvent. C'est-à-dire qu'il avait une sorte de connaissance innée de la mécanique. Absolument. Sans avoir la formation. Il n'avait pas du tout la formation d'ingénieur qu'on a connue plus tard, mais il avait un don de la pièce adéquate à l'endroit où il fallait. Il avait vraiment un sens inné de la mécanique, quoi. On sait que c'était un excellent danseur. Absolument, il est roi du tango. Qu'il aimait beaucoup la belote aussi. Il aimait la belote, il aimait les nanas, il aimait tout, quoi. Il aimait bien manger, bien boire, il aimait la vie. En 1957, Gordini arrête ses activités de constructeur et signe un accord de collaboration technique avec la régie. De cet accord naîtront la Dauphine Gordini et la mythique R8 Gordini. Côté compétition, Amédée fournira tous les moteurs pour les proto-alpines, du 1000 au 1500 injections. Et les victoires à l'indice énergétique en 64 et 66 inciteront la régie à lui commander un moteur 3 litres pour aller chercher, pourquoi pas, la victoire au scratch. Amédée. Oui. C'est bien roulé quand même, hein? Il n'a jamais manqué une explosion, hein? Jamais. Jamais. Eh bien, ce moteur est né donc du boulevard Victor. Nous avions donc projeté de faire un moteur V8 90 degrés, mais on s'est contenté de faire un moteur de 2 litres 6 cm3 qui correspondait à certaines courses de prototypes et tout. Et entre-temps, donc, nous attendions le feu vert de la régie pour nous lancer dans les études, dans les lancements de modelage et tout fonderie. Et quelques temps après, 2-3 mois après, il s'est avéré qu'on pouvait faire le Mans avec une cylindrée nette plus importante, disons aller jusqu'à 3 litres. Alors on a décidé de passer le diamètre de 81 à 85, ce qui nous faisait perdre sur le plan de joint de 4 mm. Et de ce fait, le moteur avait des difficultés, disons, à tenir une certaine endurance parce que, bon, les questions de refroidissement se posaient. Et on est parti donc sur ces bases-là avec un moteur qui n'était pas destiné à être de cette cylindrée. Alors, ce moteur donc, devait être testé le plus rapidement possible suite aux échecs répétés du Mans de 67 et 68. Et pour cela, il fallait construire un banc d'essai à Viry-Châtillon dans un temps très court. Ce moteur a été passé au banc 2-3 fois et à chaque essai, il a cassé au bout d'environ 14 heures. Ce qui voulait dire, pour des raisons d'ailleurs techniques que je ne développerai pas, mais ça voulait dire qu'au Mans, il n'était pas question de l'utiliser, puisqu'il ne pouvait pas faire plus de 14 heures au banc dans des conditions semblables à celles de son utilisation au Mans. On avait pris un pilote, on avait enregistré exactement ce qu'il faisait au Mans, et on répétait exactement au banc ce que faisait le pilote sur le moteur. Et ça donnait à peu près 14 heures de longévité, ce qui était insuffisant pour gagner, ou pour avoir tout espoir de gagner. Alors la direction générale de Renault, en l'occurrence Yves Georges, le directeur des études, m'a dit ben, tu arrêtes carrément toute évolution, tout travail sur ce moteur. Et ça a permis après d'attaquer la fabrication, c'est situé dans l'histoire, d'un nouveau moteur V6. Le sorcier s'est éteint en 1979 après avoir vu naître l'usine de Viry-Châtillon qui porte son nom, où sont fabriqués actuellement les V10 Renault de Formule 1. Artisan de génie, Gordini n'a pas connu toutes les heures de gloire que son talent aurait dû lui apporter.
Mais il restera à jamais dans le panthéon de l'histoire automobile, à côté de ses amis les plus illustres comme Juan Manuel Fangio, à qui il faisait les honneurs d'une visite dans les années 70. Adieu et merci, Monsieur Gordini. On ne vous oubliera jamais. Retour à l'usine alpine de Dieppe à l'automne 1967. Le grand moment est enfin arrivé. Le moteur V8 Gordini est monté sur une A210 modifiée pour la circonstance. La A210 sous cette forme devient la 211, surnommée affectueusement la grand-mère. Mauro Bianchi se charge de dégrossir la 211 sur la piste d'aviation de Palluel qu'Alpine utilise habituellement pour ses essais. Elle effectue ses débuts aux 1000 km de Paris où elle se classe à une honorable 7e place. Mais tout le monde rêve à la grande et prestigieuse Alpine, la belle 220. Ce proto 100% français a le privilège d'être présenté au Général de Gaulle au Salon de Paris. Enfin, en avril 1968, la nouvelle 220 est prête pour la course. J'attendais beaucoup de cette voiture. Cette voiture avait d'énormes qualités aérodynamiques encore parce que c'était une voiture efficace, mais très délicate quand même à conduire au niveau justement de son équilibre aérodynamique par rapport à ses performances. Et je sais qu'il y a des pilotes de chez nous qui ont eu quelques frayeurs. Mais enfin bon, tout s'est bien passé, oublions cela. Mais c'était une voiture très, très fine et avec très peu d'appui sur les roues. Il fallait y prendre grand soin. Bon, la voiture était homogène, mais le moteur n'était pas performant, puisqu'à l'époque, on pouvait comparer la performance du moteur 3 litres Renault Gordini par rapport au 3 litres Matra. Et je pense que malheureusement, là, on pêchait vraiment par la puissance, par l'agilité, la vivacité du moteur, qui était totalement différente. Je pense que le V8 aurait été certainement un moteur de grand tourisme performant, extraordinaire, mais de là à dire un moteur de course, je pense que là, on était un petit peu jeune. De mon point de vue, cette voiture était quand même une voiture extraordinaire. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais moi je dis que c'était une voiture extraordinaire. Voilà une voiture qui courait en 3 litres, avec un moteur, nous savons tous maintenant, qui faisait 280 chevaux. Nous nous battions contre des Matra, par exemple, qui avaient un moteur défunt un petit peu dégonflé, qui avait 420 chevaux. Excusez-moi du peu, ils avaient 140 chevaux de plus que nous. Prenez comme exemple les 24 heures du Mans en 68. Eh bien, le meilleur temps qu'a réalisé Pescarolo avec la Matra était de 3,41,8. Mais j'ai quand même fait 3,43, 4 dixièmes. Est-ce que vous croyez qu'on pouvait arriver à faire un temps pareil avec une voiture qui serait si mauvaise? Bon, par contre, beaucoup de gens vont vous dire, la voiture, elle avait des problèmes, on se faisait peur dans la voiture, etc. Je les comprends. Nous étions quand même en phase mise au point. Nous sommes passés par des moments où la voiture était bien réglée, où elle était performante, des moments où elle était moins bien réglée. Moi-même, j'ai eu très peur dans cette voiture. 1968 se place fatalement sous le signe de la Révolution. Alpine gère désormais le budget course de la régie, Jacques Chénis est nommé directeur de la compétition, le tout nouveau pétrolier Elf devient partenaire et l'équipe accueille de nouveaux pilotes talentueux tels que Jean-Pierre Jabouille, Patrick Depailler et Alain Serpaggi. Alpine intègre aussi les nouvelles technologies et outre son avance dans le domaine de l'aérodynamisme, elle adopte les tout nouveaux pneus slick Michelin et l'informatique d'Olivetti pour le calcul de l'indice de performance et de l'indice énergétique. Les 24 heures du Mans 68 se déroulent fin septembre, compte tenu des événements de mai. Alpine présente une formidable armada de 11 voitures avec 5 A210, 4 220 et 2 berlinettes en grand tourisme. Du côté de la concurrence, Ferrari étant absent, ce sont les Ford GT40 et les Porsche 908 qui sont candidates à la victoire. À la 21e heure, la A220 numéro 27 de Mauro Bianchi s'arrête au stand pour régler des problèmes de freinage. J'ai attendu 40 minutes qu'on répare le démarreur. Et lorsque je suis revenu à la voiture, on m'a dit « tu peux y aller, le démarreur est réparé ». Plus personne ne m'a parlé du frein et ça m'est complètement sorti de la tête. Alors quand je suis parti, complètement désabusé. Quand on a perdu 40 minutes, on était dégringolé au moins 2-3 places, je ne sais pas. Bon, donc je suis parti, mais c'était plus la préoccupation de gagner un dixième au tour, c'était plus la... J'ai perdu 40 minutes. Donc
je pars, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, à moins que rien, on est à 265 km/h. Et au moment où j'ai pu arriver le premier virage, j'ai appuyé sur le frein tout à fait normalement. Mes freins arrière ont freiné normalement et l'avant, dont une des mâchoires n'était pas prête à freiner, m'a déporté complètement sur le côté. J'ai tapé une fascine et ça a explosé la voiture. Et voilà. Seule parmi les 220, la numéro 30 de De Cortance Vinatier rejoint l'arrivée en 8e position. Les légendaires et inusables A210 raflent les deux indices, l'indice énergétique avec Terrier et Tramont et l'indice de performance avec Andruet et Nicolas. Jour de victoire, certes, mais jour de déception quant aux performances des A220. En 1969, 8 Alpine Renault Elf sont alignés, dont 4 A220 modifiés. Scoop, Jean-Claude Killy conduit une 1500 à injection. Mais c'est encore une déception. Seule la petite 1000 cm3 de Serpaggi et Etemin sauve l'honneur en remportant une nouvelle fois l'indice de performance. Devant ce nouvel échec des 220 équipés du V8 d'Amédée Gordini et face à la montée en puissance des moteurs qui condamnaient les petites cylindrées pour la course à l'indice, Jean Rédélé et la régie Renault décident de suspendre leur participation au Mans. Le livre Alpine se refermait pour 7 longues années. Depuis 1969, Alpine Renault avait concentré son activité sur le rallye et les inoubliables berlinettes avaient successivement gagné le championnat de France, le championnat d'Europe et le championnat du monde en 1973. Les moteurs qui équipaient les berlinettes étaient tous issus de la grande série. Et si Marc Mignotet avait réussi miraculeusement à sortir 200 chevaux d'un 1800 cm3, la question restait entière concernant la motorisation pour la compétition à haut niveau. Quand on a utilisé le moteur R16 en Formule 3, la 1600, il n'y avait rien au-dessus. Et il nous a fallu donc penser à un moteur de course. On a décidé donc de faire un V6 2 litres avec Jean Terramorcier et Claude Hart, et bien sûr Christian Martin, Dudo et quelques autres. Et donc et ils ont demandé qu'on commande ce moteur. Donc Elf a commandé ce moteur à Renault, ce qui est devenu Renault Sport maintenant. Et c'est amusant, une anecdote à l'époque, le numéro 2 de Renault a dit à l'époque, on va faire ce moteur parce que tu le veux, il disait à mon patron, mais on ne sait pas si nos gars sauront le faire, et deuxièmement, on ne pense pas d'ailleurs que nos gars sauront le faire, et deuxièmement, on ne sait pas ce qu'on en fera. Bon, ce moteur, il a gagné le Proto de litre, toutes les courses, 2 fois la Formule 2 en écrasant BMW, Le Mans en écrasant Porsche et la Formule 1 avec le moteur turbo. C'est donc à l'usine Renault Gordini de Viry-Châtillon que naît le moteur V6 Gordini. On le baptise CH1B en hommage à Claude Hart, alors homme orchestre de Viry. Très court et compact, c'est un V6 à 90 degrés, 4 soupapes par cylindre qui développe 300 chevaux à plus de 11 000 tours. Les études démarrent en avril 72 et les essais en mars 73. Il est très en avance techniquement, tant sur le plan de la distribution que sur le plan de la combustion. Il utilise de nouveaux matériaux comme la fonte GS et des pièces en magnésium. On retrouve à sa conception de jeunes et brillants ingénieurs et motoristes dont on allait parler plus tard. Eh bien, il y avait 2 équipes, je dirais, qui ont travaillé sur ce moteur. Une équipe, l'équipe de Viry-Châtillon, qui était donc dirigée par Georges Sauvant, avec François Castin et moi-même, qui avons travaillé sur toute la base du moteur, c'est-à-dire le carter cylindre, les culasses, l'attelage mobile. Et puis, il y avait l'équipe de Bernard Dudo à Dieppe, qui a dessiné tous les accessoires de ce moteur. Et puis, à toute vitesse, on a fabriqué les premiers prototypes du moteur. Et début 73, je me souviens bien, on l'a présenté et on l'a fait tourner au banc. Et à notre peu grande surprise, dès les premiers tours sur le banc d'essai, il développé autant que le 3 litres
auquel il succédait. Le tout nouveau turbo V6 est placé dans une barquette biplace, la A441. Objectif, le championnat d'Europe 2 litres en 1974. À Dieppe, toute l'équipe, sous la conduite de Jean Terramorci et de Jacques Chénis, se met au travail pour construire 4 barquettes. 2 sous les couleurs Alpine Renault Elf et 2 autres sous les couleurs de Elf Switzerland, l'écurie de Gérard Larousse. Les Alpines Renault Elf ne feront pas de détails. 7 courses et 7 victoires avec à l'arrivée le titre de champion d'Europe des constructeurs et le titre de champion d'Europe des pilotes. Marie-Claude Beaumont pilotait également une barquette Alpine Elf Switzerland en 1974. Je suis montée en passager, mais en fait il n'y avait pas de siège passager sur cette voiture-là. Et j'ai fait 3 tours du circuit de Dijon avec Gérard Larousse. J'étais horrifiée, j'ai ouvert les yeux à peu près la moitié seulement du circuit. Je me tenais plus ou moins, j'étais plus ou moins accrochée, attachée, fixée, enfin c'était... Et là j'ai réalisé que j'étais en fait très très loin de la limite. Et Gérard m'a fait gagner, je dirais, à peu près plusieurs jours d'essai où j'y serais certainement arrivée, mais en mettant beaucoup plus de temps. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, ce genre de voiture était faite pour rentrer très vite dans les virages et complètement différente de tout ce que j'avais piloté jusque-là. Et là-dessus, il y a une équipe de gens qui était menée par, pas par moi, je le dis honnêtement, mais qui était menée par Jean Terramorci, par Claude Hart, par Ludo, qui ont commencé à s'intéresser aux solutions possibles qui étaient quelle était l'alternative à un moteur de basse cylindrée? C'est le turbo. L'idée de la suralimentation, je crois que l'homme qui est à l'origine de ça, c'est Jean Terramorci, qui était véritablement un homme impressionnant par ses qualités de visionnaire chez Renault et qui avait pressenti, à travers une expérience que j'ai eue chez Jean Rodellet et chez Alpine, de la suralimentation d'un moteur 4 cylindres sur une berlinette qui était conduit par Jean-Louis Terrier au Rallye Cévennes, qu'il a gagné de façon, je dirais, miraculeuse grâce à son talent plus qu'aux performances du moteur, très puissant en l'occurrence, mais difficile à conduire. C'est un peu de cette expérience faite en parenthèse, je dirais, de mon activité normale chez Rodellet, que Jean Terramorci a imaginé que ça pouvait être une solution de l'avenir et qu'à partir d'un moteur existant, il serait peut-être commode artificiellement d'augmenter la cylindrée de ce moteur pour le faire participer à des catégories sport prototype de niveau plus élevé que la catégorie 2 litres à laquelle était destiné le moteur qu'avait dessiné l'équipe de François Castin. Et donc Jean Terramorci m'a interrogé sur le sujet, j'ai répondu avec enthousiasme, j'ai proposé et Renault l'a accepté de passer quelque temps aux États-Unis, en Californie. C'est un pays où la suralimentation, si vous voulez, est entrée dans les mœurs. Quelques temps plus tard, Bernard Dudot revient avec dans ses valises un turbo Garrett qu'il va sans plus tarder adapter au moteur V6. Ainsi dopé, le moteur 2 litres développe 490 chevaux à près de 10 000 tours minute. Le moteur est installé dans une barquette A441 que l'on confie à Jean-Pierre Jabouille pour les premiers essais sur piste. Là, effectivement, la première fois que je suis monté dans ce fameux moteur turbo, qui était quelque chose de vraiment assez nouveau, tout du moins en Europe, eh bien, ma surprise a été assez grande parce que sur le circuit Ricard, ça fonctionnait pendant 300 mètres dans la ligne droite, tout simplement. Alors là, brutalement, on avait l'impression qu'on avait une puissance de dingue. Et puis tout le reste du temps, on était sur le moteur atmosphérique, donc c'était vraiment un vrai veau, la voiture. Alors là, quand je suis rentré au stand, je ne savais pas quoi dire aux ingénieurs. Moi, j'avais l'impression que c'était peut-être sympa au banc, mais sur la voiture, ça ne marchait pas, quoi. Et puis, on s'est mis à travailler ça de nombreuses séances d'essai pour faire fonctionner ce moteur. Mais je dirais que le moteur 2 litres turbo a fonctionné et est devenu fiable assez rapidement. 2 barquettes Alpine Renault Elf équipées du V6 turbo sont engagées dans le championnat du monde des marques et la première course disputée à Mugello en mars 1975 se solde par une victoire devant les Ford Mirage, Porsche 908 et Alfa Romeo 33. Première sortie, première victoire. Tous les espoirs sont permis. Une 441 turbo est également engagée au Mans avec un équipage exclusivement féminin.
Marie-Claude Beaumont et Léla Lombardi qui participent également au championnat du monde. Coup médiatique ou retour au Mans officieux pour Alpine Renault, c'est la question que posent les magazines de l'époque. Le Mans était une des courses du championnat du monde et bien entendu très importante sur le plan médiatique. Surtout, pas tellement parce que nous étions Dauphine, mais parce que nous avions la voiture pour gagner. Parce que cette voiture était vraiment capable de gagner le Mans. Il s'est trouvé que l'histoire n'a pas voulu que ça se passe, mais la voiture et l'équipage auraient pu le faire. Malheureusement, à la suite d'une erreur de calcul concernant la consommation d'essence, la voiture est tombée en panne sur la ligne droite des Hunaudières. Le dur apprentissage du Mans commençait pour toute l'équipe. Fin 75, c'est un nouveau bouleversement. Gérard Larousse met fin à sa brillante carrière de pilote et prend en charge le service sportif de la régie. Dans l'esprit des dirigeants, il s'agit de réorganiser le service de compétition et de le doter d'une structure et de moyens capables de servir les futures ambitions de Renault. Les 24 heures du Mans se profilent à l'horizon et peut-être la Formule 1 à longue échéance. Je connaissais les hommes, je connaissais l'organisation. Donc quand je suis arrivé, j'avais une idée précise de ce que je voulais faire et c'est là où j'ai décidé et proposé immédiatement à la régie de créer Renault Sport parce que c'était indispensable d'avoir une unité avec des gens, je dirais, une cohésion d'équipe, quoi. Alors qu'à l'époque, quand je suis arrivé, au début 75, il y avait les protos d'un côté chez Alpine, il y avait le service rallye qui fonctionnait toujours, ils se tiraient la bourre entre eux. Il y avait une équipe chez Amédée Gordini, mais qui n'avait pas de moyens, qui étaient des motoristes. Vous connaissez les relations entre les châssis et les motoristes, c'était extrêmement délicat. Et puis il y avait encore une équipe de compétition qui était dirigée par Patrick Landon et qui squattait un local sur les quais de la Seine. Enfin bon, il n'y avait rien d'homogène, il n'y avait pas d'âme à cette équipe Renault à l'époque. Et c'est de là qu'est venue l'idée de Renault Sport. Quand on a décidé avec Monsieur Hanon de faire les 24 heures du Mans, d'avoir comme objectif les 24 heures du Mans, on a décidé de se donner les moyens pour le faire et à ce moment-là de construire un nouveau Dieppe qu'on a appelé plus tard le Bérex, qui est devenu après le Bérex, mais qui était une nouvelle usine pour Renault Sport que j'ai fait construire à l'époque de zéro et on a fait un atelier moderne pour la préparation des châssis pour le Mans. Et puis de l'autre côté, il y avait Renault Gordini avec la fabrication des moteurs dirigée par François Castan. En 1976, Renault Sport engage la nouvelle A442 sous ses couleurs jaune et noir dans le championnat du monde des marques et également au Mans avec l'équipage Jabouille-Tambay. Et nous avons fait donc, comme vous l'expliquiez, une première tentative, je crois que c'est 76. En prenant une voiture du championnat du monde 3 litres, telle qu'elle était, donc pas une voiture spécifique pour le Mans, une voiture du championnat du monde 3 litres, pour voir ce que ce serait dans une épreuve comme le Mans. Donc on était relativement satisfait dans la mesure où la voiture s'est arrêtée au bout de 9 heures, ce qui était déjà un premier résultat, n'ayant pas développé un travail spécifique. Il manque donc 15 heures pour tenir 24 heures. Mais surtout, il faut vaincre cette terrible ligne droite des Hunaudières qui vient à bout des meilleurs moteurs. Un seul remède, faire des essais intensifs. Un problème, trouver une piste suffisamment longue pour reconstituer celle du Mans. C'est ainsi que l'on retrouve les Alpine Renault Elf sur l'autoroute de Grenoble durant l'hiver 76. Tout le monde chez Renault Sport est conscient de l'enjeu et on travaille d'arrache-pied. Et on s'est quand même mis à la tâche avec énormément de courage, puisque nous avions dans la tête déjà d'essayer de convaincre la régie de faire la Formule 1, et on avait tous bien compris qu'on ne peut pas faire de la Formule 1 tant qu'on n'avait pas vraiment gagné le Mans. C'est une entreprise qui est très spéciale, Renault. Si les gens ont un objectif très difficile, fou, les gens peuvent se mobiliser. Si c'est pour un objectif moyen, tout le monde dirait c'est très bien et tout le monde s'en foutrait complètement. Donc, si on commençait à dire aux gens, et personne n'y croyait, là on nous regardait comme des fous délirants.
que nous allions expérimentalement pour acquérir une compétence sur le turbo, voir comment ça se passait, essayer de voir comment ça se passe en Formule 1, pour essayer de comprendre un peu. On nous a laissé faire en espérant que les prototypes allaient s'exploser, qu'on serait très vite calmé, quoi. En 1977, c'est du sérieux. Renault a tout misé sur les 24 heures du Mans et l'équipe Renault Sport présente 4 Renault Alpine Elf 442 pour les équipages Jabouille-Bel, Depailler-Lafitte, Tambay-Josso et Pironi-Arnoux-Fréclin. 2 Mirage américaines sont également équipées du V6 Turbo. Les adversaires du moment sont les 3 Porsche 935 et 936 d'usine. Les Renault Alpine Elf se montrent très rapides. Et au bout de 3 heures de course, les 3 A442 sont en tête, suivis des 2 Mirages à mécanique Renault. Mais bien vite, la course tourne à la déconfiture, les voitures abandonnent les unes après les autres et à la 22e heure, le moteur de la dernière Renault Alpine rendait l'âme, laissant la victoire à la Porsche de Jackie X. La première voiture s'est arrêtée dans les 7 ou 8 heures, la dernière dans la 21e heure, c'était Patrick Depailler. Ces voitures, en fait, sur le plan moteur, n'ont eu qu'un seul et unique problème, c'est la tenue des pistons, due à la surcharge thermique et mécanique de la grande ligne droite des Hunaudières, qui était pour nous un peu une découverte véritable, et nous n'avions pas complètement intégré cette difficulté particulière. Et en fait, notre simulation n'était pas suffisamment complète en 77, donc on a recherché pour 78 un moyen de beaucoup mieux simuler cette ligne droite des Hunaudières. À l'époque, il n'y avait pas de chicane dans la ligne droite, donc on faisait pratiquement 1 minute à fond la ligne droite, 6 km. Et on a donc recherché, le seul endroit que l'on ait trouvé facilement accessible, c'était un circuit près de Columbus aux États-Unis, dans l'Ohio, avec un immense ovale de 12 km que l'on a entrecoupé de 2 chicanes. Donc on avait 2 lignes droites des Hunaudières. The vehicle has entered the south curve. 1978, c'est cette fois ou jamais. Et après une préparation intensive, 3 A442 et une 443 plus puissantes, épaulées par 2 Mirages Renault, affrontaient 4 Porsche d'usine. Et ce fut une somptueuse bataille, un vrai feu d'artifice avec Jabouille Depailler qui sprintait à un rythme d'enfer, Pironi-Josso qui roulait à un rythme démoniaque, Belge-Arié et Ragnotti-Fréclin à un rythme angélique mais néanmoins régulier. D'abord, le souvenir de 2 dernières heures qui étaient parmi les heures les plus pénibles de ma vie. Quand on attendait l'arrivée, je voyais que les pilotes étaient épuisés, les voitures aussi. On était en tête. Je savais qu'on pouvait gagner parce qu'on avait montré que ça pouvait marcher. Je me suis dit, si ça tient, j'ai toujours cette image au balcon de Josso, toute la bande avec la bouteille de champagne. Et les conseillers de Renault hurlant partout, on a gagné, on a gagné. Ça a été un choc d'adrénaline pour tout le réseau phénoménal, quoi. Mais déjà à l'époque, je me suis dit, parler de Formule 1 va être crédible. Après l'abandon de Jabouille et Depailler à la 18e heure, la numéro 2 de Pironi et Josso reste en tête devant 2 Porsche. Au dernier relais, Pironi s'apprête à donner sa place à Josso. Il est à bout. Mais l'embrayage surchauffé ne répond plus. Et Didier s'y étant habitué, il serait dangereux pour la boîte de changer maintenant de pilote. Il faut terminer coûte que coûte. Parce que la dernière seconde, je me souviens, j'étais absolument paniqué à l'idée que peut-être notre voiture de tête allait s'arrêter dans l'avant-dernier tour de la course et qu'il faudrait tout recommencer l'année suivante, ce qui me paraissait être le cauchemar, le pire auquel on aurait pu faire face. Mais Didier tiendra et franchira la ligne d'arrivée en vainqueur. À la victoire s'ajoutait un exploit. Le cap des 5000 km était franchi pour la première fois sur ce circuit, et ce, à une moyenne de 210 km/h. Quant au record du Tour de Jean-Pierre Jabouille à 229 km/h, il ne fut battu que bien des années plus tard. L'histoire retiendra donc la victoire d'une Renault Alpine Elf et une 11e victoire française au 46e 24 heures du Mans.
Mais au-delà de cette victoire, c'est après 16 ans d'attente et 11 participations, l'achèvement d'une longue route ouverte par Jean Rédélé et son équipe en 1963. Je crois que sans ces pages vécues chez Alpine, par moi-même et certains de mes collaborateurs que j'ai actuellement et qui ont été des hommes importants à l'époque chez Alpine, je suis persuadé que nous n'en serions pas là ou nous n'en serions pas de la même façon. Je crois vraiment que dans chaque Williams-Renault qui gagne actuellement et qui est actuellement championne du monde, eh bien, il y a un peu d'Alpine au plus profond d'elle-même. Ça fait 18 ans que je ne suis plus monté dans cette superbe voiture qui nous a fait tous tant rêver en championnat du monde. Et là, c'est beaucoup de souvenirs qui reviennent. Alors d'après ce que son propriétaire m'a dit, c'est la voiture avec laquelle nous avions gagné le rallye d'Autriche en 73, je crois, devant Ganguist pour une toute petite seconde. C'était quand même une époque où les qualités des pilotes étaient mises en exergue par leur adresse. Pourquoi on gagnait tout à cette époque-là, hein. Super pêche encore, hein. Elle est vraiment fabuleuse à conduire, on a des sensations épidermiques très fortes. Elle est facile tout en étant quand même compliquée parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi pour être efficace avec cette voiture. Et puis on n'a surtout pas le droit de la comparer à autre chose parce que dans l'instant où elle courait à son niveau en championnat du monde, elle était vraiment la reine. L'histoire de la Reine, cette magnifique berlinette 1800 Groupe 4 que conduit Bernard Darniche, c'est évidemment l'histoire d'une voiture mythique championne du monde des rallyes en 1973. Mais c'est aussi l'histoire d'un groupe d'hommes exceptionnels, soudés par la passion et l'amitié. Tout commence après-guerre dans une France en ruine, dont le mot d'ordre est le redressement économique. L'industrie automobile des années 50 se consacre alors à la fabrication des voitures populaires, dont les deux stars sont la 2 chevaux Citroën et la 4 chevaux Renault. Jean Rédélé, après avoir repris le garage de son père, prend goût à la conduite de sa 4 chevaux. Il abat des milliers de kilomètres à son volant, et là, il se met à rêver d'une voiture de sport française. Une voiture que personne n'avait osé imaginer jusqu'ici, et comme chacun sait, nous sommes faits de l'étoffe de nos rêves. Jean, c'est donc cette 4 chevaux qui servira de base au développement de la future berlinette. Bien sûr. C'est pas exactement celle-ci, mais c'était la serre de celle-ci. Elle était peinte en bleu. Elle n'était pas découvrable, mais c'était cette voiture, ce type de voiture, que j'ai menée pendant des centaines de milliers de kilomètres pour mon travail, et également sur toutes les routes des épreuves que je courais.
où j'ai apprécié ses qualités, j'ai ressenti ce qu'il fallait faire pour l'améliorer, et puis je me suis dit quand même il faut aller beaucoup plus loin et essayer en partant de ces éléments mécaniques de faire une voiture de sport française. J'ai essayé de faire travailler les carrossiers français qui ont, à l'époque, on n'avait pas encore pris tout à fait conscience du fait que c'était l'après-guerre, dans une économie difficile, et que les beaux châssis de l'âge, de la Haye, Talbot et autres, ils en auraient très peu dans leur atelier. Ils trouveraient également très peu de clients pour commander ce genre de voiture. Et ils avaient, disons-le, sans leur faire de reproches, un certain mépris également pour les mécaniques de série. Et quand je leur parlais de faire quelque chose avec une base d'éléments, une base mécanique de 4 chevaux Renault, alors ils sont tous partis en s'esclaffant, en se disant que si c'était pour faire ça, il valait mieux s'arrêter. Alors finalement, ils se sont arrêtés. Et il y avait, de ce fait, il y avait une place à prendre pour une voiture de sport française mise au goût des réalités de l'époque, c'est-à-dire une voiture économique avec des éléments nouveaux, avec les 4 roues indépendantes, etc., avec tout ce que l'on pouvait faire, parce que avec mes 4 chevaux, je pouvais me battre avec l'Or de la Haye et autres voitures, mes 4 chevaux étaient sensiblement plus maniables, et quand il s'agissait de descendre un col, il n'y avait pas beaucoup de voitures pour me rattraper. Jean Rédélé comprend vite qu'il faut courir pour se faire connaître. Et dès 1950, il s'engage dans de nombreux rallyes, dont les 1000 milles, le Tour de France, la Coupe des Alpes, Liège-Rome-Liège, le Monte-Carlo. C'est d'ailleurs en souvenir de sa victoire au Critérium des Alpes en 1954 qu'il donnera le nom d'Alpine à ses futures voitures. Au cours de tous ces rallyes, une idée fait son chemin dans l'esprit de Jean Rédélé. Pourquoi ne pas construire une voiture de sport sur une base de 4 chevaux ? Derrière le pilote se profile déjà le constructeur. J'ai cherché hors de France un carrossier capable de réaliser le prototype. Je me suis adressé à un styliste très gentil, très capable, qui s'appelait Michelotti. On a dessiné ensemble la première voiture. Et cette première voiture a été réalisée par la carrosserie Alemano à Turin. Et ça a été, en quelque sorte, le premier prototype de ce qui devait devenir les Alpines. Cette voiture avait déjà une personnalité intéressante, parce que là, vous voyez le profil. Ici, vous voyez l'arrière, qui se présente d'une façon très sympathique. Des problèmes de ventilation n'avaient pas été bien réglés. Il a fallu revoir le problème des circulations d'air, mais au point de vue style, Michelotti avait déjà pas mal travaillé là-dessus. Et là, vous voyez la voiture aussi au rallye de Dieppe, qu'elle devait gagner devant un certain nombre de voitures, telles que Jaguar, Aston Martin, etc. Là, c'est sur le circuit de Dieppe. Le deuxième proto, réalisé également chez Alemano à Turin, ne l'a pas satisfait sur le plan du style. Mais il a gagné sa catégorie en 750 cm3 aux 1000 milles de 1955 aux mains de Galtier. Le troisième proto, le Marquis, est vendu à un industriel américain qui le transforme en speeder aux portes fixes, et le projet n'aura pas de suite. Après plusieurs prototypes qui ont été réalisés en tôle d'aluminium, qui nous ont servi à parfaire la mise au point de la voiture, et qui ont couru et gagné, on était convaincus qu'il fallait, pour commercialiser une voiture à des conditions économiques correctes, réaliser une carrosserie avec de nouveaux matériaux composites qui étaient à l'époque des résines de polyester armées de fibres de verre. Ce que je voulais faire, c'est faire une voiture qui soit très résistante, qui soit très légère, mais qu'en aucun cas soit fragile. Et dès le début, cette voiture, ce modèle, a conquis les amateurs, à la fois par la résistance de la voiture et à la fois par l'avantage que représentait le fait qu'elle soit équipée d'éléments mécaniques de grande série que les clients trouvaient partout dans le réseau Renault, tant en France qu'à l'étranger, l'assistance voulue pour maintenir au moindre coût la voiture de sport en question. Fidèle à sa politique d'engagement en compétition, Jean Rédélé court et fait courir ses voitures.
On le retrouve ici dans ce rarissime document sur le rallye de Dieppe de 1955, affrontant la production nationale et une meute de belles étrangères au volant de son coach 106. La petite Alpine numéro 25 n'a pas peur de se frotter aux grandes. Il en sera toujours ainsi. Toujours en 1955, Jean Rédélé demande à Michelotti de lui dessiner un cabriolet. Ce dernier, par sa sobriété et son élégance, va largement inspirer les lignes de la future berlinette. C'est également sur celui-ci qu'apparaît le fameux châssis poutre léger et résistant. Avec le coupé dérivé de ce cabriolet, se dessine progressivement l'allure générale de la berlinette. Il ne restera plus qu'à dessiner un avant plus aérodynamique. Les premières séries de berlinettes présentent dès 1960 des détails stylistiques tout à fait particuliers et originaux. Elles signent le renouveau de la voiture de sport en France. A noter que l'on retrouve du cabriolet Michelotti la fameuse grille arrière, les entrées d'air latérales et la forme des portes. Mais de là à imaginer que la berlinette a été entièrement dessinée par Michelotti, cela est une autre histoire. Il y a là effectivement un point de l'histoire, si je puis dire, à mettre au clair. La berlinette, première version, la A108, a hérité de quelques éléments d'un cabriolet A106 qui avait été dessiné par Michelotti et dont notamment l'arrière était très joli. Et ce cabriolet dessiné par Michelotti a été revu et corrigé à Dieppe avec le concours des garçons que j'avais sur place là-bas, l'équipe de Roger Prieur notamment, de Morel et quelques autres. On a repris cette esquisse, si je puis dire, qui était une belle esquisse de Michelotti pour faire le premier cabriolet A106 devenu A108 quand on a changé le moteur 750 pour le 850. En 1965, l'équipe de Dieppe redessine l'arrière, modifie les entrées d'air pour nous offrir dans sa robe éternelle la berlinette de nos rêves. Dieppe, c'est le cœur de l'histoire de la berlinette et d'Alpine. Idéalement située à 150 km de Paris et non loin des usines Renault de Flins et de Sandouville, c'est de cette petite ville de Normandie qu'Alpine va partir à la conquête du monde. En 1952, Jean Rédélé reprend l'affaire de son père avec ses économies d'étudiant. Dans cet espace réservé à la concession Renault, Jean commence à retenir quelques mètres carrés pour préparer ses premières 4 chevaux pour la compétition. Progressivement, la petite unité de fabrication de la rue Pasteur est devenue l'usine Alpine et les effectifs passèrent de 4 ouvriers en 1950 à 300 en 1970. Cette évolution s'est toujours réalisée avec des moyens modestes et c'est essentiellement grâce à des hommes dévoués corps et âme que Rédélé a pu envisager de s'engager sur tous les fronts de la compétition automobile tout en maintenant la production. Rutière, à l'arrière de la concession, voici 4 hommes, 4 piliers historiques qui vécurent les années Alpine rue Pasteur. De gauche à droite, Gilbert Arrivel pour la compétition, Étienne Desjardins, directeur de l'usine, Jean Prieur pour la fabrication et Jean Grosset pour les moteurs. Cela fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas remis les pieds rue Pasteur.
Ça, c'était la partie carrosserie. Les carrosseries arrivaient de la... Elles étaient stratifiées dans les locaux qui sont derrière ces portes-là. Elles arrivaient donc brutes de démoulage ici, où on entreprenait de les poncer et de les peindre dans la cabine de peinture qui se trouvait ici. Mais dites-moi, quelle impression cela vous fait-il de vous retrouver dans ces locaux 25 ans après? Ça nous rajeunit. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'on hésite, ça nous rajeunit ou ça nous vieillit. En fait. Une cure de rajeunissement, quand même. C'est une cure de rajeunissement. De toute façon, c'est agréable. Des souvenirs inoubliables. Vous avez vécu peut-être aussi des belles pages de votre vie dans ces locaux? Des belles pages, une partie de notre vie, parce que on y dormait même par moment. Oui. Effectivement, c'est une... Oui, c'est arrivé de passer des nuits à dormir 1 heure ou 2 à côté du poêle. À cause de la fatigue. À cause de la fatigue, et pour pas perdre de temps à retourner à la maison, revenir. Bon, ce poêle n'existe plus, mais c'est bien dommage. Oui, c'était notre vie, en fait. Oui, bon, ça nous plaisait. Hein, si ça ne nous aurait pas plu, on ne l'aurait pas fait. Non. Hein? Il y avait la passion. Oui. Le feu sacré, comme disait Coco Mignotet. Non, je ne sais pas si vous avez la même impression, mais moi maintenant, avec le recul, j'ai l'impression qu'on a été privilégié sur ce plan-là, parce qu'on a vécu une vie professionnelle tout à fait exceptionnelle. Je ne pense pas que, même maintenant, les conditions actuelles modernes de travail permettent à quelqu'un de revivre ça. Il y avait une imbrication de la vie privée et puis de l'activité professionnelle absolument invraisemblable. Il n'y avait pas de limite entre les deux. On a eu cette chance, effectivement. C'était de réussir. Voilà. Tout ce qu'on faisait, on voulait que ce soit... Et puis tout le monde se prenait au jeu. De l'apprenti jusqu'au directeur, tout le monde était partie prenante et tout le monde... Esprit d'équipe et enthousiasme. Oui. C'était des choses... Si ces murs pouvaient parler, c'est eux qui ont vécu toute l'histoire alpine. Hein. La fabuleuse histoire alpine. Ah, oui. Dans cette partie, avant, il y avait beaucoup de poteaux et vous voyez, on en a supprimé le maximum. Emploi du temps pour l'équipe alpine. Du lundi au mercredi, fabrication des berlinettes. Et à partir du jeudi, préparation des voitures de course. Week-end sur les circuits ou sur les rallyes et redémarrage à l'usine le lundi. Un rythme d'enfer pour des hommes en acier. Même si on ne nous avait pas payé, je suis sûr qu'on serait quand même venu de 6h à minuit. Si on nous avait dit il faut que cette voiture-là soit finie tel jour à telle heure, on finissait la voiture pour tel jour à telle heure. On ne comptait pas les heures passées. C'est ainsi que plus de 900 berlinettes ont été fabriquées ici de 1961 à 1969. Sur les 2000 m² s'entassait la fabrication des châssis et de la carrosserie, la peinture, l'habillage des voitures, le montage de la mécanique et de l'électricité. En plus, on y trouvait la préparation des protos, des monoplaces et des berlinettes de rallye, sans oublier le bureau d'études avec ses ingénieurs, dessinateurs et modélistes, le tout dans la bonne humeur. Il y avait une passion, on était devenus des passionnés. Et Rayelé savait, notre patron savait bien nous mettre à l'épreuve. Une anecdote, hein, Jean Rayelé passait à 2h du matin
il nous apportait un paquet de cigarettes. On ne lui avait rien demandé, mais c'était tout naturel. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'oublie pas. La même chose à 7 h du matin où il nous disait, les gars, vous arrêtez, on va casser la croûte et après vous reprendrez, parce qu'il savait qu'on avait passé la nuit. Vous voyez que bon, bah, c'était quand même assez exigu et plein de petits recoins. Hein, ici, bah, effectivement, étaient montées les berlinettes de l'époque. On en voit la trace. D'ailleurs, on va bientôt tomber dedans, ça continue. Construites en France à Dieppe, les berlinettes furent aussi construites sous licence à l'étranger. Et Jean Rédélé avait trouvé ainsi un moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses d'Alpine. Elles furent fabriquées en Espagne, au Mexique, en Bulgarie et au Brésil par la société Willis Overland. Voici un film inédit, retrouvé un peu par miracle, sur la fabrication des berlinettes au Brésil. Sabia você que as 3 versões do departamento de carros Escort, conversível, berlinette e coupé, não ficam devendo nada, nada mesmo, às mais famosas marcas do mundo? On a fait tous les salons et je me rappelle ce qu'on faisait tout nous-mêmes. On montait la veille au soir les panneaux, puis surtout les voitures étaient pratiquement pas finies, elles arrivaient à la dernière minute. Et c'était toujours très sympathique parce qu'en fait on était un petit coin, on n'était pas loin des grands, on était dans un petit coin et tout le monde venait. Et surtout les clients, je sais que les clients venaient tous les jours. Il y avait des clients qui prenaient un billet pour venir tous les jours s'installer sur le stand. Et c'est là aussi où on avait l'impression, on était en train d'essayer de vendre une voiture. Il y avait un client qui s'approchait, qui disait oui, je vous assure, et moi je fais ci avec ça. Et il nous aidait, c'était extraordinaire. Non, vraiment, c'était des amis. Chaque client choisissait dans son modèle, sa mécanique, ses coloris, son intérieur. Au niveau des boîtes, vous savez que Alpine montait les rapports pour chacun d'entre eux. Donc nos délais étaient assez évolutifs et nous n'avions surtout jamais de stock. Mais bon, une Alpine, je pense qu'à l'époque, elle se méritait. Donc ils l'attendaient. Un beau jour de mai 1969, l'équipe Alpine quitte définitivement la rue Pasteur pour s'installer dans l'usine flambant neuve de Bréauté. Enfin de l'espace pour le service compétition et pour la fabrication des berlinettes et de sa grande sœur, la 310, apparue en 1971. Elles sont toutes deux fabriquées selon le même principe. La carrosserie en résine polyester, le châssis-poutre, la mécanique Renault de grande série, avec en sortie de chaîne un galop d'essai sur un aérodrome désaffecté. En route pour la visite. La berlinette est avant tout une voiture de sport. Et dès son apparition au salon de 1960, Jean Rédélé l'engage au Tour de France.
En 1963, José Rosinski, qui vient d'être nommé directeur du service course, offre sa première victoire historique à la berlinette au Rallye des Lions. C'est vrai, mais enfin c'est vrai aussi que j'étais pas seul s'agissant de ce rallye. En fait, c'est la navigation qui était prépondérante et c'est surtout ma coéquipière qui s'appelait Michel Dubosc à qui revient l'essentiel du mérite de cette victoire historique, comme vous dites, entre guillemets, sauf que bon, c'est vrai qu'il se trouve que ça correspondait avec mon arrivée chez Alpine. Et puis, ça a été la première fois qu'une Alpine, qui avait jusque-là remporté de nombreuses victoires, mais seulement dans des catégories ou dans des classes de cylindrés, a remporté une victoire au classement général devant toutes les grosses voitures puissantes de l'époque. Jean Redley avait un embryon de service course, dont il m'a confié effectivement la responsabilité. Mais comme c'était un embryon, disons que j'étais à la fois, comme vous dites, le chef du service course et puis aussi secrétaire, balayeur, etc. Enfin, tout ce qu'on pouvait faire à cet égard pour essayer de commencer à faire marcher effectivement un petit service compétition. En 1968, Alpine hérite du budget Renault pour les rallyes et c'est Jacques Chénisse qui devient directeur du service course. Ce dernier n'est pas un inconnu. D'abord engagé comme vendeur par Jean Redley, il va s'affirmer dès 1960 comme un brillant pilote au volant de la berlinette. Ses nouvelles fonctions l'obligent à renoncer, la mort dans l'âme, à sa carrière de rallyman. Ça a été assez difficile, oui. Parce que c'était quand même un énorme plaisir de piloter. Et puis ça marchait bien, donc je ne m'entraînais pas, mais j'étais quand même toujours aux avant-postes. Et je me sentais... tant qu'on court avec facilité, c'est très grisant de courir. Aller chercher les copains dans les derniers dixièmes, là, c'est très excitant. Alors j'ai abandonné le cœur gros, parce que Terra Morsi m'avait expliqué que c'est facile de trouver des bons pilotes, mais c'est pas facile de trouver de bons gestionnaires et de bons animateurs sportifs. Et j'ai donc pris la direction de cette équipe alpine. On a bien parlé quand même. On a commencé par travailler surtout le championnat de France, puis le championnat d'Europe, et puis finalement le championnat du monde. À partir de 1968, la petite berlinette bleue collectionne les victoires dans les plus grands rallyes nationaux. Coupe des Alpes, Ronde Sévenol, Lyon-Charbonnières, Tour de Corse, Rallye du Mont-Blanc, Critérium des Cévennes, Route du Nord et des dizaines d'autres rallyes régionaux, sans oublier les courses de côte. Du côté des rallyes internationaux, la berlinette épingle les rallyes de l'Acropole, de l'Italie, d'Espagne, du Portugal et bientôt un titre de champion d'Europe des constructeurs et une belle première victoire au rallye de Monte-Carlo en 1971. Des victoires redevables à une équipe soudée et au talent des pilotes, et en particulier de ceux que l'on a longtemps appelés les mousquetaires, Andruet, Darniche, Nicolas et Terrier. Terrier, en quelques mots, c'était le plus à l'aise, un pouvoir d'adaptation fantastique, c'est-à-dire qu'il s'entraînait peu, il arrivait, il prenait la voiture et il faisait tout de suite des temps canons. C'était une facilité innée qu'il avait. Nous, notre outil de travail, c'est la voiture. On la considère comme une personne. On est tout le temps en train de la bichonner, de voir si elle n'a pas une petite fuite d'huile par-ci et un petit craquement par-là. Parce que nous, le jour où la voiture couche dehors, on en est malade. Nicolas, par exemple, c'était certainement le pilote le plus endurant, mais c'était le spécialiste des rallyes africains. Il était indestructible. Pour moi, je vis dans une voiture, tu vois. Je suis heureux dans ma voiture et c'est quelque chose de précieux, je sens.
qu'on doit aimer. Parce qu'on aime conduire. Par contre, il y avait rarement 1 cm² du pourtour de la voiture qui était intact à l'arrivée avec le père Androuet. C'est-à-dire qu'il avait bien 2-3 sorties par spécial quand même. Il faisait l'empêcher pas de faire le meilleur temps. C'est une question à laquelle je n'avais pas réfléchi encore. Une voiture, c'est un moyen d'assouvir ma soif de compétition, parce que j'aime bien me battre dans la vie, puis me mesurer. Et puis que j'aime l'automobile. Bien sûr, Jean Vinatier, Bernard Darniche, Ove Anderson, Gérard Larousse, Jean-François Piot, Jacques Henry, sans oublier les dames, Marianne Hoffner et Michel Mouton en tête, et bien d'autres pilotes ont donné un palmarès étourdissant à Alpine. La plupart d'entre eux avaient fait leur classe sur la Dauphine 1093 et la R8 Gordini à l'école du survirage, c'est-à-dire quand le pilote devient un acrobate. C'était une voiture très facile à conduire pour cette époque-là, qu'on arrivait à se mettre en main rapidement, surtout après avoir fait de la R8 Gordini. Une voiture assez typée, hein, plutôt survireuse, donc le survirage est une position naturelle. Une voiture qui survire, on la rattrape plus facilement qu'une voiture qui sous-vire. Donc c'est pour ça que beaucoup de pilotes se sont épanouis. Beaucoup se sont régalés grâce à la berlinette à cette époque-là. La berlinette, c'était, si on peut la définir ainsi, c'était l'auto la plus facile à conduire en ligne droite et la plus difficile à maintenir. Je me suis complètement planté. La plus facile à conduire en virage et la plus difficile à conduire en ligne droite. Parce qu'une berlinette ne posait aucun problème. Dès qu'elle était en glissade, c'était un jouet. Alors que la maintenir en ligne droite, c'était tout un problème. Les points forts, ça a toujours été sa maniabilité, sa légèreté, un moteur, une boîte très performant. Les freins étaient un petit peu légers sur les premières berlinettes, les freins de R8 sans cerveau, c'était un peu léger. La tenue de route de cette voiture était extrêmement agréable et performante dans toutes les parties sinueuses. Ce qu'elle n'aimait pas tellement, c'était les courbes longues. En appui, à vitesse élevée, c'était pas son point fort. La puissance était modeste, mais c'est peut-être aussi pour ça que la voiture a été un bon compromis. Je ne crois pas qu'elle aurait supporté beaucoup plus de puissance. Et bon, c'était effectivement, il fallait vraiment lever le pied le moins souvent possible. C'était indispensable. Alors, si vous voulez savoir comment on pilote une berlinette, nous vous invitons à prendre place dans la 1800 Groupe 4, championne des rallyes en 1973. Attachez vos ceintures. Quand on arrive sur le freinage, elle a tendance à vouloir sous-virer si on arrive trop vite sur la terre, avec des pneus qui ne sont pas forcément adaptés, comme les pneus que j'utilise actuellement. Là, il suffit de lever le pied brutalement, de faire un report de masse sur l'arrière et accélérer très brutalement de façon à faire déboîter le train arrière du train avant. Avec l'accélérateur en dosant pour contrôler d'une façon précise la dérive, venir chercher le point de corde et réaccélérer quand on allait en droite. Le moteur mignoté était très très brillant quand même. Beaucoup de couple, beaucoup de fiabilité, facilité de conduite. Et les pilotes systématiquement préféraient les moteurs mignotés, même sans savoir quel moteur était dans la voiture, ils le voyaient tout de suite. Parce que Mignotet, contrairement aux ingénieurs de chez Gordini, ne cherchait pas les derniers chevaux et la meilleure puissance, mais il avait déjà découvert que l'utilisation d'un moteur, c'était le couple, et le couple à bas régime. J'ai commencé à travailler avec le 850, le 900, le 1000, le 1100, le 1200, le 1300, le 1400, le 1550, le 1600, le 1680. J'ai fait aussi le 1796, 1860 et 1951. On a toujours parlé des secrets de Mignotet. Avec le recul de l'histoire, est-ce qu'il y a des secrets que vous pouvez avouer ? Tout ça, c'est des secrets de Polichinelle. Vous savez, moi, j'ai jamais fait de miracle. J'avais des moteurs comme tout le monde. Mais mes moteurs, ils marchaient, mais je n'avais pas de secret. Secret, je montais le moteur à mon idée, puis un point, c'est tout.
Et puis les autres, ils disaient, bah oui, mais quand on le démonte, il ne remarche plus. Pourquoi qu'il aurait pu remarcher? Moi, il marchait bien, mes moteurs. Vous avez démarré à quel âge? À 13 ans. À 13 ans, j'étais au boulot, moi. Ouais. Donc vous étiez formé sur le tas, alors? Oui, je me suis formé sur le tas, tout seul, quoi. Ouais. Mais j'avais le feu sacré, ça me plaisait. Vous savez, quand ça plaît, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Avec Redélé, j'avais carte blanche, je faisais ce que je voulais. Jamais il me faisait de l'observation. Il n'a jamais été déçu, ni moi non plus. Le moteur qu'il me donnait, il fallait que je le démonte. Puis après, il fallait le transformer, il fallait réaliser les cylindres, il fallait mettre des pistons, il fallait faire les arbres, il fallait faire les culasses. C'était un tout, quoi. Oui. Les idées d'amélioration, elles vous venaient comment? C'est moi, tout ça, c'est moi qui pensais ça. Puis je l'essayais au banc, si c'était bien. Si c'était pas bien, si je faisais un arbre à cam et puis qu'il ne marchait pas bien au banc, je ne le montais jamais, je le foutais en l'air. Moi, je faisais une entière confiance à M. Mignotet. Et pour les grands rallyes, la plupart des pilotes voulaient des moteurs neufs, des nouveaux moteurs, des choses comme ça. Et moi, il me disait, Jean-Claude, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai votre moteur de l'autre course, du Tour de Corse, tout ça. Finalement, je l'ai démonté, il était comme neuf. Est-ce que vous seriez d'accord? Moi, je pense que vous pourriez repartir avec ce moteur-là. Et je disais, bah, écoutez, si vous jugez ainsi, je suis tout à fait d'accord. Donc vous êtes toujours resté un homme de l'ombre, en fait. Oui, j'ai toujours été dans l'ombre et jamais attrapé la grosse tête. C'est dû à votre caractère? Oui, c'est mon caractère. Ouais. D'abord, je passais un peu pour l'ours. Oui. Même maintenant? Oui, même maintenant. Et ce n'était pas le cas, hein, ceux qui me connaissaient bien. Mais, je ne sais pas, mais il fallait se rendre compte de ce que je faisais. Et vous savez, des fois, ça rigolait pas tout le temps. Hein. J'ai jamais pris de vacances, je ne pouvais pas prendre des vacances sans ça. Les pilotes, ils n'auraient jamais eu leur voiture. Il fallait les voitures pour faire les reconnaissances et tout. J'ai jamais pris de vacances. Pendant 20 ans, je n'ai pas pris de vacances. Ben, si j'avais pris des vacances et puis que j'avais été traîné sur les circuits, on n'aurait sûrement pas gagné le championnat du monde avec les moteurs que j'ai faits. Il aurait fallu qu'ils en trouvent d'autres. Malgré tout le talent de Mignotet qui arrive à sortir près de 190 chevaux d'un modeste moteur de R16 et malgré l'extrême légèreté de la berlinette, cela commence à faire juste, car du côté de la concurrence, Ford affiche 250 chevaux, Porsche 260 chevaux, Fiat et Lancia ne sont pas en reste. Fin 1972, Jacques Chénis prend l'initiative d'équiper une berlinette d'un moteur R16 avec un turbo pour le Critérium des Cévennes. Le moteur tournait au banc depuis 6 mois sous l'œil attendri d'un jeune motoriste de chez Alpine, Bernard Dudot. J'avais mené cette expérience pour voir. Et nous avions suralimenté avec des moyens très rustiques, je dirais, en ayant acheté d'un côté un turbocompresseur, quelques composants de l'autre. Nous avions jeté ça sur un moteur. Et nous avions fait un moteur, certes très puissant, mais parfaitement incontrôlable quant à l'arrivée de la puissance sur une voiture. Et je dois dire qu'il fallait certainement tout le talent de Jean-Luc Terrier, qui était un pilote absolument extraordinaire, pour arriver à conduire cette voiture qui était proprement inconduisible. C'était sauf qu'il peut. Et en arrivant à Saint-Hippolyte dans une épingle, on arrivait d'une partie très vite, on était en 5e. Et en arrivant dans l'épingle, comme le turbo a continué forcément à souffler, on a acheté un peu la berlinette et elle est partie en tête à queue, elle a reculé. Et aux Cévennes, les spectateurs font toujours du feu dans les spéciales pour se réchauffer la nuit et il était 2 h du matin. Et la berlinette a reculé, elle s'est posée carrément sur le feu. Et bien entendu, pour remettre l'auto en route qui était un peu engorgée, bon, une Alpine turbo comme ça, quand c'est un peu engorgé, vous démarrez, c'est poup, 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 poup. Et c'est ça, elle avait la tête tournée, il regardait, il disait vas-y c'est bon, ça brûle pas, vas-y c'est bon. Et hop, on part, et après au lieu de me lire les notes, il continue à me dire c'est bon, il n'y a pas de flamme, c'est bon. Et moi je mets la deuxième, on est arrivé dans la droite qui est refermée, je relève, et retête à queue, recalé en plein travers. Terrier l'acrobate, après un parcours d'anthologie, réussit à remporter ce Critérium des Cévennes. Il avait pourtant à ses trousses Serpaggi, Manzagol, Larousse, Fréclin et un certain Ragnotti. Le Critérium des Cévennes, comme la Ronde Sévenol, sont des terrains qui ont toujours convenu aux berlinettes. Pour preuve, ces images Super 8 de l'extraordinaire Ronde Sévenol, remportée 3 fois par Andruet sur berlinette. Nous sommes ici en 1970, soit 2 ans avant la victoire historique du turbo.
je ne suis pas sûr que sans cette parenthèse de l'histoire d'Alpine, je ne suis pas sûr qu'on ait eu l'idée de démarrer la suralimentation chez Renault, et en l'occurrence chez Renault-Gordilly plus tard. Mais je crois que cette victoire de Jean-Luc Terrier avait marqué les esprits des dirigeants chez Renault. Commence la fantastique année 73. D'abord, le rallye de Monte-Carlo avec une dernière nuit extraordinaire où Andruet, survolté, attardé par une crevaison, l'emporte miraculeusement pour 26 secondes. Je suis passé dans des conditions où jamais une voiture doit pouvoir tenir, quoi, et sur du gravier, dans des routes étroites, dans des courbes très très vite, que j'avais jamais abordé à ces vitesses-là. Je l'ai fait, j'ai pas levé le pied. À la fin, j'ai freiné sur du verglas en descente alors que j'étais en 5e, devant un virage à 70 à l'heure, sans rail, avec un trou de 150 mètres sur des rochers. Enfin, et c'était sans pardon. L'erreur, c'était la mort absolue, là. La Suède, c'est l'enfer du Nord, le jardin privé des Nordiques avec les Saab et les Volvo, avec en prime l'interdiction d'utiliser les pneus à clous. Je suis arrivé à Stockholm, les mécanos sont venus me chercher, ils m'ont amené à Karlstad, la voiture était déjà vérifiée, je me suis assis dedans. On a terminé 3e, derrière les 2 Saab, de Declun et Blomqvist, ce qui était absolument génial, parce que c'était la première fois qu'un nom scandinave finissait dans les 10 premiers, et en plus avec la berlinette. Terrier se met aussi le rallye du Portugal dans la poche. Puis c'est le Maroc avec 1000 km d'épreuves spéciales et l'armada des DS, 504 et Datsun. Darniche gagne facilement sur ce terrain casse-voiture. Légère mais solide la berlinette. Tout le monde nous donnait perdant. Et en fait, les 3 voitures sont rentrées, plus les 3 mulets qu'on avait loués à des pilotes marocains qui sont rentrés aussi. Là, ça a été la démonstration de la fiabilité et de la science de la préparation de toute l'équipe de mécaniciens. Après une nouvelle victoire de Terrier à l'Acropole, place au rallye autrichien des Alpes. À ma gauche, BMW, Opel, Porsche, Fiat, Lancia et Saab. À ma droite, Darniche et sa berlinette. C'était vraiment ma première année au sein de la grande équipe alpine en championnat du monde d'une façon complète, avec Jean-Pierre Nicolas et Jean-Luc Terrier, et ça c'était quelque chose de très très fort. Et puis par-dessus tout, c'était sur ce rallye une bagarre inouïe avec Blomqvist, où je pense qu'on avait fait 7 ou 8 en scratch à la file pour pouvoir le remonter, suite à une sortie de route de notre part en première partie de l'épreuve. Et je crois qu'on avait dû gagner en finalité dans la dernière épreuve pour une petite seconde. On avait arraché cette victoire. Au rallye de San Remo, Terrier signe une nouvelle victoire devant Fiat et Lancia. Et au rallye de Grande-Bretagne, Nicolas termine 5e. Le titre est déjà acquis. La Corse, c'est la cerise sur le gâteau avec la victoire de Nicolas devant Piot et Terrier. Alpine Renault et la berlinette sont champions du monde. C'est la couronne pour la belle équipe. Je construis des marionnettes avec... 20 ans après, nous retrouvons quelques membres de la belle équipe autour d'une table. C'est eux qui fabriquèrent la berlinette, c'est eux qui l'assistèrent sur les routes, et c'est encore eux qui la portent toujours dans leur cœur. Souvenir, souvenir avec cette chanson par exemple, qu'ils chantaient ensemble dans l'atelier sur un tube de l'époque. Bien évidemment, revue et corrigée par leurs soins. Je l'ai construit des berlinettes avec du plastique et de la résine. Elles sont jolies, les berlinettes. Le fait de courir pour le championnat du monde des rallyes, de taper des gens comme Porsche, Ford, Volvo, qui étaient des gens expérimentés dans les rallyes, il est évident que c'était de nature à motiver facilement nos bons Normands. Là. Et tout le monde s'accrochait, des largnes. Hein. C'était absolument fantastique de voir une équipe de 5 personnes désossées ou dépiossées, comme on voudra,
la voiture, mais on se disait, à un moment, on se disait, mais c'est pas possible, tout ne peut pas être remonté dans le temps qui nous était imparti. Et en fait, la voiture, on la voyait avec ses pneus neufs par terre, les pilotes montaient dedans, et on regardait la montre, il s'était passé 20 minutes. Ça, c'était extraordinaire. L'équipage, c'était le pilote voiture mécano. On se parlait, on était toujours de connivence, il n'y avait aucun problème. On emmenait un mécano faire un tour en voiture, lui montrer le parcours. C'était une franche camaraderie, c'était extraordinaire. On se sentait protégé en même temps avec eux. Et puis c'était une autre ambiance que maintenant. Les choses, l'initiative, je veux dire la débrouillardise de ces gars. Ils avaient tous des personnalités, c'était tous des personnages dans leur genre, dans chacun de... Et bon, ça formait une famille. Toute la montée en ligne droite, comme s'il y avait une bougie qui parlait. Non, dans la grande montée. Qu'est-ce que tu avais comme pas trop, hein. Et faites pas le plein complet, regardez ce qu'il y a avant. Hein. Le mécanicien avait un rôle psychologique aussi. Et ça, c'est très important. On n'avait pas le droit de ne pas trouver quelque chose sur la voiture quand un pilote avait fait un mauvais temps. C'est-à-dire qu'on a vite compris qu'il fallait, à un moment donné, savoir être calme, savoir lui dire, bah ok, j'ai trouvé ce que c'était, tu manquais de 3 mm d'accélérateur, ta pédale de frein, on a fait une purge, on a trouvé le verre. Il y a multiples exemples qui puissent permettre de dire au gars, tu remontes dans ta voiture, tu es confiant, c'est pas toi, c'est la voiture. Et ça, c'est important. Je crois que ça a été Alpine qui le premier à montrer la voie du professionnalisme au niveau des mécaniciens de course, et où les courses ont pu être gagnées déjà à cette époque-là, autant par les pilotes que par l'équipe technique. J'ai fait une tête à queue. J'ai fait une tête à queue dans la spéciale. Ils ont rajouté du goudron, tu sais. Je sais pas quel temps on aura fait par rapport aux autres, mais sans la tête à queue, c'est sûr qu'on était bien. Hein. On avait un chef qui s'appelait Pavac, qui était chez Nice, qui maniait ses hommes d'une façon tellement souple, mais avec beaucoup de rigueur. Je crois que la rigueur, en fin de compte, c'est pas avec un bâton qu'elle se passe, la rigueur. C'est dans un geste, c'est dans une parole, c'est dans un regard. C'est comme ça que dirigeait un peu l'équipe. Et le respect de chacun venait justement d'avoir un patron qui savait diriger les gens, diriger les pilotes. Ce qui caractérise Alpine Renault à cette époque-là, c'est un esprit d'équipe, j'ai l'impression, hors du commun, avec un enthousiasme, une passion et un sens de l'amitié assez profond entre les hommes. Oui, absolument. C'était la bande. On est tous très liés, très solidaires.
je pense être le pilote qui a gagné le plus de rallyes chez Alpine. Et donc j'ai connu la victoire très souvent avec Alpine. Bien entendu, je me suis battu pour ça. Mais j'ai donc ressenti avec émotion, si vous voulez, toutes ces victoires sur le chemin qui m'amenait à l'arrivée, si vous voulez, quand la victoire était acquise et que c'était plus qu'un... Et où là, je savourais pleinement, si vous voulez, le plaisir que j'avais à piloter l'Alpine. Et vraiment, je remerciais intérieurement Jean Rédélé d'avoir construit ça, d'avoir fait ce qu'il avait fait, parce que c'était un plaisir fantastique. C'était vraiment une grande joie. Gilbert va te faire voir comment on fait. Et pour terminer, voici dévoilée en première mondiale la célèbre cérémonie d'intronisation à l'équipe alpine, cérémonie dite du Petit Moulin. Cette initiation met en présence les membres de l'ancienne équipe avec un nouveau postulant. Le savoir-faire est toujours là. Admirez. C'est parce que mais tu étais pris tout de suite à ton service, là. Donc tu es le dernier. Alain vient de passer tout de suite. Donc, fais-nous une démonstration, Gilbert. Tu vois, c'est tout simple. Vite ta bouche, faut pas faire la tarte avec. Tu lances l'hélice, tu souffles, et puis tu la fais tourner le plus longtemps possible. Top 43. Une 43. Non, mais Bon. c'est quoi comme connerie, ça? Mais c'est pas une connerie, rigolo. Non. Ah ben non, mais c'est soit que tu veux participer, mais c'est pas une obligation. Non, force pas les gens, hein. C'est parce que nous, on se marre avec ça, puis c'est tout. Mais pour moi, il y a deux tubes. Il y en a un qui envoie l'air et l'autre qui... Non, mais c'est parce que c'est pour faire tourner l'hélice. Pour faire tourner l'hélice. Donc quand tu le lances, tu le premier jet qui te lance. Quand toi tu le lances, pour pas gêner ton doigt, et tu souffles. C'est tout simplement. J'envoie alors. J'envoie la souffle. Attends. Quand il va te dire, alors si tu veux lancer, tu peux lancer un coup au doigt. Alors je compte 1, 2, 3, top, c'est parti. Eh mon cul, c'est d'abord. Ouais, ça tu coupes pas. Je savais bien que c'était une bêtise. Mais non, c'est ben si, mais non. Mais tu me prends pour un pigeon là. Alors. Mais non, mais oh. Je savais bien alors. C'était une combien, t'as dit?